Bonjour à tous, on va commencer. C'est lequel? C'est celui-là? Non. Celui-là? Non. Le gros bouton vert, j'aurais dit. Ah, c'est bon, Si, c'est bon. On va commencer par se présenter rapidement. Est-ce que vous voulez prendre la main? Allez, honneur aux invités. Donc moi, je suis Adrien Duterte, je suis le responsable du pôle performance énergétique des bâtiments à la région des Pays de la Loire. Et Yoann Launay, moi je suis directeur commercial des régions pour Alterea. L'idée aujourd'hui, c'est de parler de stratégie immobilière sur des parcs immobiliers, notamment dans un contexte de décret tertiaire. Mais voilà, on va essayer de schématiser la manière dont on peut y répondre. Et donc on a la chance d'avoir la région Pays de la Loire ici, avec Adrien Duterte en représentant, qui va aussi nous exprimer la manière dont ils ont abordé le sujet pour leur patrimoine. Puis il est très fort. Ouais, non, c'est normal. Ouais. Alors c'est vrai que du coup l'idée, donc la méthodologie, donc c'est Alterea qui va parler de la méthodologie. Nous à la région, forcément avec le patrimoine qu'on a, je peux faire un rapide tour d'horizon de qui on est. Donc on a un patrimoine de 2 millions de mètres carrés. Il y a à peu près 1,9 million mètres carrés de lycées, des lycées publics. Un lycée, ça peut être très disparate en termes d'usage. Donc forcément, il y a une partie enseignement qui peut se retrouver partout, mais on a des gymnases, on a de la cuisine-restauration. On peut avoir des ateliers avec des usages très très différents. Donc on a besoin forcément de s'adapter quand on doit intervenir dans un lycée. Et donc forcément, le dispositif éco-énergie tertiaire, pour nous, vient forcément questionner notre gestion historique de ce patrimoine immobilier et la réduction de ses consommations énergétiques. Pardon. Donc voilà, l'idée, c'est qu'Altera a une méthodologie qui est proposée. Et donc voilà, nous, en région, j'essaie un peu de rebondir sur ces différents sujets-là pour vous parler de comment est-ce qu'on essaye d'agir pour atteindre nos objectifs. Et juste en deux mots, Alterea, on est présent sur une chaîne de valeur importante dans le bâtiment, sur la partie conseil qui va plutôt nous intéresser ici, conseil études. On est aussi assistant à maîtrise d'ouvrage et maître d'œuvre par ailleurs. Alors avant de parler de passage à l'action et comment on agit finalement pour modifier son patrimoine, on a listé ici quelques prérequis fondamentaux pour réussir un projet de transformation, une stratégie. C'est le point de départ. Connaissance du patrimoine, avec un certain nombre d'éléments que vous voyez à l'écran. Connaissance du patrimoine, élément essentiel, c'est comme pour un médecin, d'établir un traitement, il faut que le diagnostic soit pertinent et complet. Donc de connaître les antécédents, les pathologies d'usage ou les qualités des bâtiments, c'est juste fondamental, qui permet d'établir ce qu'on peut appeler un schéma directeur énergétique. Et finalement, c'est à l'échelle d'un bâtiment, d'un site et d'un patrimoine, évidemment adapté selon la taille du patrimoine. Schéma directeur énergie, on parle, voilà, mais c'est au sens, c'est un plan d'action, c'est une trajectoire, c'est des objectifs. Alors effectivement, ici sur le patrimoine tertiaire, on a tendance à, en ce moment, s'adapter aux échéances de 2030, 2040, 2050, mais ça peut être aussi des ambitions environnementales ou énergétiques différentes. Cela doit intégrer aussi des notions d'usage patrimonial au sens large. Il y a le prisme de l'énergie qui est assez fondamental sur l'ensemble des sujets, mais il doit prendre l'ensemble des caractéristiques d'usage et de fonctionnement des bâtiments. Alors, juste là-dessus, du coup, ça paraît des choses logiques et puis qui devraient être en place depuis très longtemps. En fait, c'est quand même le dispositif énergie tertiaire quand même impose de systématiser la récolte de ces informations et de les tenir à jour, ce qui est quand même un enjeu qui n'est pas si anodin que ça. Nous, à la région, par exemple, sur la question des surfaces, on a la chance d'avoir quelqu'un on a un ETP finalement, depuis presque 20 ans qui s'occupe de la gestion des plans du patrimoine et qui suit les surfaces. C'est quelque chose qui est incroyable et vraiment extraordinaire. On a des surfaces de plancher à jour, on a des surfaces utilisées à jour. On n'aurait pas eu cette personne-là avant. Ça aurait été un travail vraiment énorme à faire là en l'espace de quelques années. Les consommations énergétiques, on y reviendra après, mais forcément, on parle beaucoup d'énergie dans le DET. Donc voilà, un suivi énergétique patrimonial. On a un outil de suivi des consommations là, pour nous aider là-dessus. Et puis le troisième point sur lequel je voulais appuyer, c'est l'état énergétique des parois et des systèmes.
Voilà, sur un patrimoine, par exemple comme le nôtre, si on se pose la question de comment atteindre nos objectifs en 2030, par exemple, qui serait le premier palier qu'on souhaite viser, forcément la question de la priorisation se pose. Et donc là, on voit bien qu'il y a plusieurs chemins finalement pour arriver au même objectif. Et donc, où est-ce qu'il faut commencer? Si on regarde juste les consommations énergétiques à l'échelle d'un site, voilà, on peut prioriser, mais en fait, nous, dans un lycée, on a entre 10 et 15 bâtiments avec des performances énergétiques, des niveaux de vétusté très différents. Et donc, on avait besoin d'avoir une maille de connaissances plus fine qu'on a fait faire, du coup, par Alteria en 2019, 2020, 2021. Qui nous permet d'avoir des indicateurs par bâtiment sur la performance des parois et des systèmes, et puis leur vétusté, et qui nous permet du coup de prioriser nos actions de manière beaucoup plus fine. Et il ne faut pas négliger à cette étape-là la relation en fait, et l'apport des deux entités, autant du maître d'ouvrage propriétaire usager que du bureau d'études qui va compléter les informations, mais l'un et l'autre doivent travailler de concert pour arriver à quelque chose de pertinent. Et c'est pour le coup, pour les maîtres d'ouvrage, c'est un changement de pratique aussi. C'est-à-dire que il y a une photo à instant T au moment où il faut déclarer sur la plateforme Operat, mais c'est toute la systématisation, la mise à jour de ces informations-là. L'état énergétique de notre patrimoine, on a une photo à la remise des livrables, mais comment tenir à jour ça, ça fait partie des questions qu'on doit se poser et qui du coup doivent changer notre organisation aussi, nous, en interne. Et donc on va voir quatre volets qui n'ont pas forcément un ordre chronologique, mais c'est une proposition. Il peut y avoir du maillage de tout ça. Le premier élément, c'est justement, je rebondis sur les derniers propos, c'est que finalement il va falloir le suivre dans le temps. Il va falloir définir une manière d'organiser. Alors, Energy Manager, des effectifs, un cabinet externe, d'avoir quelqu'un en interne, peu importe la manière. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a défini la trajectoire et ce qu'on allait faire, il faut piloter et suivre les actions dans le temps, sensibiliser les usagers et la recherche d'actions de sobriété dans les différents volets pour atteindre les objectifs. On n'a pas que des travaux de réhabilitation lourde ou des sujets fortement coûteux. On a aussi des sujets de sobriété, donc dès le démarrage, c'est important. Et puis des éléments pour suivre. Évidemment, instrumenter, compter, ça fait partie des éléments fondamentaux intégrés dès le démarrage. Et éventuellement, alors plus le patrimoine est gros, plus c'est important, mais plateforme de suivi pour aussi monitorer les consommations, donner des outils aux personnes pour finalement adapter les plans d'action au plus près de la vie quotidienne des sites et pouvoir finalement affiner dans le temps le plan d'action. Juste un point sur la partie comptage et instrumentation. Donc, nous, un outil de suivi des consommations énergétiques, on en a un fiable et actif depuis 2017. Pour autant, en fait, il y a encore la question de la maille finalement, de ce qu'on compte qui est importante sur ce sujet-là. Donc nous, tout l'enjeu en fait, aujourd'hui, c'est maintenant qu'on a une bonne idée de ce que consomment nos sites au niveau des compteurs généraux, c'est comment déployer un plan de sous-comptage qui soit simple et efficace à mettre en place. Alors c'est facile à dire, mais forcément ça nous pose beaucoup de questions sur comment systématiser ça, systématiser la récolte de ces données, fiabiliser ces informations-là, et puis en tirer des indicateurs pertinents pour agir et changer notre manière d'exploiter ces bâtiments. Donc là, nous, c'est une phase qui est en cours. On n'a pas encore ce niveau de détail-là, mais ça fait partie des leviers d'action qu'on veut lancer rapidement sur notre patrimoine. Deuxième étape, ça va être finalement, au-delà de la sobriété, d'actionner d'autres leviers, notamment des travaux de performance énergétique sur les systèmes particulièrement. Donc voilà, c'est créer un écosystème autour de la performance, faire évoluer des contrats d'exploitation, même si l'idée c'est aussi d'amener de la performance qu'on soit en régie ou en externalisé, du rétrocommissionnement pour aussi optimiser les systèmes ou les bâtiments qui sont déjà en place et donc de remettre un petit peu de temps et d'expertise pour rectifier le tir. Rechercher des solutions de financement, des C2E qui peuvent être des leviers pour passer à l'action. Et puis au-delà du décret tertiaire, il y a le décret BAX qui aussi incite et oblige à avoir des moyens de relève d'indicateurs et de consommation des bâtiments pour mieux les piloter.
Puis une recherche de massification, alors c'est beaucoup plus palpable quand on a un patrimoine de 1000 bâtiments et de 2 millions de mètres carrés. En interne, on est capable de trouver des solutions de massification. Mais c'est aussi le cas pour des patrimoines plus petits, quitte à s'allier avec d'autres maîtres d'ouvrage pour aller optimiser ces travaux-là. Alors juste là-dessus, sur ces actions à gain rapide, il y a aussi un peu le risque de tuer le gisement, hein, de faire les actions les plus rentables et puis après de se dire que tout va bien, que ce soit un peu l'arbre qui cache la forêt aussi. Enfin, on communique vite et puis après on se dit qu'on a fait notre effort. Donc ça, c'est tout l'intérêt de la planification. Enfin, c'est de pouvoir se fixer des objectifs à court, moyen, long terme et de se dire bah oui, on commence par ça parce que sur ce site-là, on ne va pas traiter la thermique des bâtiments tout de suite, on ira plutôt dans 10-15 ans. Donc voilà, d'avoir un peu la vue d'ensemble pour pouvoir justement arriver à cette priorisation et à ces différents leviers d'action. Évidemment, pour atteindre les objectifs, on parlait de chapeau décret tertiaire. Finalement, on a des marches ici. Si on évoque une dizaine de % pour la partie 1 de gains énergétiques par rapport à un existant, hein, vraiment de manière un peu macro. La deuxième étape permet de faire 10-15% supplémentaires et pour atteindre les 60% qu'on évoque dans le décret tertiaire, il y a forcément une autre étape qui consiste à programmer des opérations d'ampleur, notamment en intégrant des sujets environnementaux que prévoit pas forcément le décret tertiaire qui est très énergie dans sa manière d'aborder les choses, mais d'intégrer des sujets carbone et puis d'intégrer surtout la culture du résultat et pas seulement de l'obligation de moyens. Et donc de sélectionner des outils contractuels, des modes de dévolution qui sont adaptés. Il y en a plusieurs. Alors, on a mis MOP ici, qui est une vieille manière d'appeler les choses, mais ça parle à tout le monde. Contrat de performance énergétique, marché globaux de performance, selon les enjeux des opérations. Trouver le bon outil. Et puis toujours en fil conducteur, suivi et optimisation, en exploitation, dans l'usage, dans la manière de piloter. Voilà, c'est vraiment le schéma d'opération d'ampleur et finalement de garantie de chaque euro investi, de mettre tout un système autour de suivi de pilotage. Nous, donc sur cette étape-là, sur les opérations plus ambitieuses, de rénovation globale, la chose qu'on essaye un peu de pointer du doigt, alors on a des opérations comme ça, hein, c'est une démarche, voilà, qu'on disait, il y a plusieurs, dans le plan de rénovation énergétique du patrimoine, il y a plusieurs niveaux d'intervention, donc on a des opérations comme ça qui sont en cours, vont être lancées. Peut-être la chose à pointer, c'est en effet, on parle d'impact carbone ici. Le dispositif éco-énergie tertiaire, pour l'instant, c'est que l'énergie. L'objectif qu'on a tous à viser, c'est ça. Et pour autant, quand on met en place un plan d'action de cette ampleur-là, c'est dès à présent qu'il faut penser aux futures évolutions et de l'impact carbone dans la rénovation énergétique. Il y en aura, j'espère, dans pas très longtemps. La question du confort d'été, etc. Donc finalement, ça demande... quand on rédige ce plan, finalement, il y a plein de questions qui arrivent tout de suite sur la table et qui sont très impactantes. Voilà, nous, en tout cas, pour 2030, là, on va avoir une vague d'opérations de travaux importantes qui vont se lancer. Voilà, à nous de définir des objectifs programmatiques qui couvrent ces sujets-là, même si aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de retour d'expérience personnelle et même dans le domaine d'activité, voilà, de gérer des objectifs programmatiques concernant l'impact carbone d'opérations de rénovation lourde, c'est pas forcément évident de définir ça. Les méthodes de calcul sont quand même plutôt orientées pour le neuf aujourd'hui, et pour autant, c'est des questions d'aujourd'hui. Donc là, on est vraiment dans des sujets où on avance en faisant. Et dernière étape, c'est les énergies renouvelables, en tout cas de décarboner le mix énergétique, éventuellement autoproduire. Comme je le disais tout au départ, ce n'est pas forcément la dernière brique qu'on réfléchit à la fin. Tout ça peut évidemment être interconnecté et il n'y a pas de notion chronologique. Mais effectivement, se poser la question de décarboner, l'extension, création de réseaux de chaleur, montage d'opérations et réalisation des travaux et d'intégrer en tout cas des énergies renouvelables, ça se prépare, et puis on dira plutôt à la fin, mais c'est pas une fin en soi de mettre des énergies renouvelables. Il faut
effectivement avoir des éléments de contexte, d'usage et d'intérêt finalement. Au-delà de la faisabilité technique, il y a aussi un intérêt de mettre telle ou telle énergie renouvelable. Et quand on parle de décarboner, on peut vraiment raisonner au sens large et pas seulement sur l'aspect de consommation énergétique. On a voilà, des questions à se poser en termes aussi d'appel à l'énergie renouvelable. Et encore une fois, en fil conducteur de l'ensemble des éléments, c'est le suivi et l'optimisation de l'usage. Voilà, enfin, pas grand-chose à rajouter là-dessus. C'est vrai que c'est censé être la dernière brique, enfin, les énergies renouvelables. Voilà. Avec l'énergie qui reste encore à consommer, avec tous les travaux faits, on essaie de couvrir par des énergies renouvelables. Voilà, nous, on a une volonté de déployer de la production solaire photovoltaïque en autoconsommation sur le patrimoine. Donc ça fait partie quand même des gros enjeux là, qu'on pressent nous, dans les années à venir. Et pour le coup, si on regarde plutôt ce qui s'est passé dans les années précédentes sur notre patrimoine, les raccordements au réseau de chaleur, ça a été vraiment un levier de décarbonation de notre énergie extraordinaire. Enfin, c'est quelque chose, la région participe systématiquement aux études de faisabilité quand on est sollicité par les collectivités qui développent des réseaux de chaleur. Et au niveau du bilan global sur le patrimoine, ça a un impact vraiment pas négligeable du tout. Donc nous, c'est une voie sur laquelle on va aussi beaucoup poursuivre nos actions. Et puis avant de passer aux questions-réponses, évidemment, on a peu de temps, donc on est allé très très vite. Conclusion, il y a effectivement plusieurs manières de s'organiser. On propose les grands éléments ici, mais il faut évidemment l'adapter à ses propres ressources, ses enjeux, son patrimoine. L'important, c'est d'être proactif. On a souvent tendance à entendre que voilà, les sujets de financement sont quand même au cœur du sujet et qu'il y a une attente des aides financières pour pouvoir passer à l'action. On préconise plutôt l'inverse, c'est que, on l'a vu d'ailleurs quand il y a eu des plans d'action, plans de relance notamment, ceux qui ont été servis, c'était souvent les maîtres d'ouvrage qui étaient les mieux préparés, qui avaient anticipé les choses, qui avaient les meilleurs dossiers pour pouvoir être validés. Et donc de s'organiser, de mettre des ressources et d'intégrer ça au cœur des stratégies de son propre business model de gestionnaire patrimonial. Voilà, je vais m'arrêter là pour tout de suite. Un petit conseil, un dernier ? Alors, conseil plutôt pareil, un retour d'expérience, finalement, c'est le dispositif éco-énergie tertiaire. Voilà, je le disais, c'est très énergie. En fait, nous, plus on creuse ce sujet-là, plus on se dit que c'est une réglementation d'exploitation-maintenance au préalable, parce que faire des travaux très performants, c'est très bien, mais derrière, si la performance n'est pas constatée, n'est pas maintenue dans le temps, on n'aura pas forcément gagné grand-chose. Et donc, déjà, nous, de reprendre la main sur l'exploitation-maintenance, fiabiliser et peut-être uniformiser aussi nos pratiques, mieux contrôler, mieux suivre, c'est un enjeu énorme. Enfin, moi, sur un patrimoine comme le nôtre, on a des prestataires très différents, on a des équipements techniques très différents. Enfin, voilà, on a une complexité autour d'exploitation-maintenance qui est vraiment pas simple à mener. Ça concerne tout le monde. Enfin, on a des agents de la région dans le lycée, on a des prestataires externes, on a des agents de la direction du patrimoine immobilier qui sont concernés. Et donc là, il y a un vrai sujet finalement de changement des pratiques, encore une fois, pour mieux contrôler et puis du coup, in fine, maintenir la performance dans le temps. Et voilà, on n'y est pas encore aujourd'hui. On essaye de mettre en place des actions pour reprendre la main là-dessus. Mais d'ici 2030, finalement, c'est pas trop de temps pour arriver à remettre ça d'équerre, j'allais dire. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Oui, je voulais savoir si vous mettez en œuvre des méthodes particulières ou des normes pour établir votre schéma directeur. Des normes particulières ? Par exemple, en matière d'audit sur la performance énergétique de votre bâtiment, ou si vous avez une méthode particulière. Oui, je pourrais vous donner une méthode particulière. Alors, on faisait des schémas directeurs énergie avant le décret tertiaire. Ça a un peu accéléré le mouvement sur ce domaine d'activité. On est finalement sur des patrimoines, et plus ils sont importants, plus
le coût et le délai pour traiter ces opérations sont importantes. Et donc on est sur une méthode un peu plus adaptative en fonction des différents enjeux. On a d'abord un premier regard, une appropriation du patrimoine dans son ensemble, et après on vient sélectionner, finalement présélectionner des bâtiments qui feront l'objet d'interventions à court terme, ou à moyen terme ou à long terme. On re-questionne aussi l'évolution de l'usage quand on est sur une échelle de temps de l'ordre de 20, 30 ou 40 ans. Il peut y avoir des évolutions et en fait on va on va établir les bonnes missions pour les bons bâtiments, que ce soit des études de faisabilité, des diagnostics énergétiques relativement macro qui permettent de mieux connaître son patrimoine sans pour autant avoir une modélisation type audit énergétique, parce que c'est périmé au bout d'un temps relativement court et le coût est important. Donc on se dit, si on fait déjà 10 ou 20% du patrimoine en audit énergétique, c'est déjà énorme, puisque à horizon 3, 4 ans, 5 ans, on ne fera pas d'opération d'ampleur sur ces bâtiments-là. Par contre, d'avoir une vision relativement exhaustive de connaissance de son patrimoine, il faut le faire plus rapidement et à moindre coût pour définir une trajectoire et se lancer assez rapidement dans l'action. Donc la méthodologie, elle est adaptée en fonction de chaque patrimoine, chaque organisation de maître d'ouvrage, chaque contexte. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Et on intègre toutes les normes, les obligations et autres. C'est ça, pour que ce soit moins coûteux et aller plus vite, exactement. Bonjour, Michael Thomas, Atlansen, filière solaire photovoltaïque et thermique dans le Grand Ouest. Peut-être à destination de Monsieur Dutertre, la présidente de région a annoncé des objectifs très ambitieux ces derniers jours, à savoir 100% de solaire photovoltaïque ou thermique sur les lycées. Comment, de votre côté, de manière, je pense, pragmatique, vous appréhendez ces objectifs quand même très ambitieux dans les 7 ans à venir ? Je dirais comme pour nos opérations de travaux, il y a une partie opportunité, après des études de faisabilité et puis un repérage. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en cours de mise en œuvre. On a la partie études d'opportunité, c'est ce qui a généré ces communications-là. Après, sur le déploiement pragmatique, j'aurais bien du mal à vous donner un plan de route définitif dès à présent. Mais voilà, c'est dans nos sujets. Nous, c'est vrai que ça fait partie des choses qui chamboulent aussi notre organisation. C'est que atteindre des objectifs comme ça, voilà, ça demande aussi des moyens, une organisation dédiée. Donc il faut que ça se mette en place. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, ça va prendre un petit peu de temps. Donc ouais, je n'ai pas d'annonce ou de détails particuliers à vous donner en plus par rapport à cette annonce politique. Après, ça me fait rebondir comme sur la question d'avant aussi, sur ce côté schéma, enfin plan, planification, et puis études externes. Enfin, on n'a pas forcément les moyens de tout faire en interne en tant que maître d'ouvrage. On a besoin de prestataires, et pour autant, il y a quand même forcément... le maître d'ouvrage doit s'impliquer, et de manière souvent assez conséquente pour que ça puisse être cohérent, et puis que ça puisse se mettre en place sans problème. L'exemple, c'est faire un plan de rénovation énergétique patrimoine qui cible ou qui priorise par rapport à la performance énergétique et la vétusté sur la base de données. Voilà, on pourrait s'en satisfaire. Et pour le coup, derrière, si ça doit générer des opérations supplémentaires, ça doit demander des moyens humains supplémentaires pour gérer ces opérations de travaux, des moyens humains pour suivre l'exploitation derrière. Et ça, du coup, les maîtres d'ouvrage n'ont pas forcément ces moyens-là. Donc là, il y a vraiment... un travail conjoint à faire entre le côté un peu pragmatique, chiffré de la planification, et puis le côté opérationnel. Quelles sont les opérations déjà prévues? Est-ce qu'on ne peut pas les utiliser pour faire la première marche d'un plan, que ce soit déploiement solaire ou déploiement d'opérations de travaux de rénovation? Et comment intégrer finalement ça dans une dynamique qui est déjà existante? Enfin, les maîtres d'ouvrage ont déjà des plans, des stratégies de travaux sur leur patrimoine. Si on veut faire 2 fois plus, c'est très bien, mais il faudra 2 fois plus de monde, et ça, c'est pas toujours évident. Donc là, il y a vraiment un travail à faire qui est pas forcément très rapide et qui nécessite aussi une implication forte. Et une adaptation dans le temps. Finalement, on a une trajectoire horizon 30 ans, avec un certain nombre de jalons, un certain nombre de volontés sur différents aspects. Et puis, ça doit être assez dynamique et agile, avec des aides et des potentielles nouveautés qui arrivent régulièrement. Et donc, il faut savoir soit les saisir et légèrement dévier la trajectoire pour ordonnancer les choses un peu différemment, sans pour autant oublier sa trajectoire et son objectif. Toutes les aides ne sont pas forcément pertinentes dans un schéma
ordonnancé d'une certaine manière pour optimiser le coût et les performances au global. Bonjour, Yara Lessou, Nantes Métropole. Je travaille aussi sur la déclaration du décret tertiaire et la définition d'une stratégie à horizon 2050. Je voulais savoir comment est-ce que vous avez fait pour réussir à, d'une part, à mobiliser toutes les équipes, parce qu'en fait, ça concerne beaucoup de monde, les gestionnaires de patrimoine, les équipes techniques, etc. Et comment vous avez fait pour tenir à jour les données, justement, parce que nous, on a un vrai souci de gestion de la donnée bâtimentaire. Alors, en effet, alors sur le côté déclaratif, j'ai la chance qu'on a eue. On a été dans les groupes de travail de la DHUP quand le décret tertiaire a été écrit au début. Donc, on pressentait déjà depuis maintenant presque 5 ans que ce sujet allait vraiment changer nos objectifs énergétiques et puis forcément notre manière de faire. Donc, voilà, la question du suivi énergétique, par exemple, ça a été mis en place à peu près à cette époque-là. On avait déjà les surfaces, et donc le reparage du patrimoine était quand même déjà fait en très grande partie. Alors, on a quand même découvert des choses, mais sur les prérequis, on a eu la chance quand même d'avoir déjà une base de données assez complète. On a fait faire des pré-diagnostics énergétiques voilà, pour avoir ce niveau de détail, là, comme je disais tout à l'heure. Après, sur la mise à jour des données, aujourd'hui, sur le sujet énergétique, c'est quelque chose qui se met à jour au fil de l'eau. Enfin, notre outil le permet. Les surfaces, on a du coup ce collègue-là qui met à jour les surfaces aussi. Sur le côté vétusté et puis état des parois des systèmes, aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas encore en place, le volet de mise à jour. L'idée, en fait, nous, on a des collègues au sein de la direction du patrimoine immobilier qui sont en proximité de nos usagers. Donc qui suivent par exemple les contrats de nos occupants, etc. Et donc ce serait pouvoir les utiliser idéalement pour peut-être une fois par an à minima pouvoir mettre à jour les données en lien avec les opérations de travaux qui ont eu lieu pendant l'année. C'est pas quelque chose qui est en place, on se concentre sur tout le reste pour l'instant. mais c'est un vrai sujet, enfin, on le sait, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas repousser pendant 5 ans parce qu'après il va falloir repartir de zéro et ça ne marchera pas. Bonjour, Alexis Aran, service immobilier du rectorat d'Orléans-Tours. Dès qu'on est maître d'ouvrage public, on a très vite affaire à des bâtiments qui sont en secteur protégé. Donc on va avoir des bâtiments anciens sur lesquels on ne va pas pouvoir forcément toucher à beaucoup de choses du point de vue de l'enveloppe, à moins de toucher au patrimoine, voire même on peut être à proximité, enfin, notamment de sites historiques. Est-ce que vous percevez déjà là maintenant des solutions pour justement faciliter les rénovations énergétiques sur ces bâtiments anciens sur lesquels on est très vite confronté à des points durs sur lesquels on peut pas trop intervenir. Est-ce qu'il y a déjà des solutions qui commencent à être un peu identifiées sur ce genre de rénovation assez compliquée, ou est-ce qu'on est toujours un petit peu en train de tâtonner sur ces types de bâtiments bien particuliers? Non, mais c'est particulier, c'est du cas par cas pour ces bâtiments-là. Le cadre du décret tertiaire, pour le coup, intègre certaines modulations possibles dans le cas de contraintes architecturales ou voilà, en fonction de contexte de chaque bâtiment, avec des dossiers à produire pour 2028 pour justement adapter tout ça. Mais j'ai pas de réponse particulière, c'est au cas par cas. Il y a effectivement des choses qui sont possibles. Ça ne dépend pas que d'un regard technique ou d'un regard purement gestionnaire patrimonial. Il y a aussi d'autres parties prenantes qui arrivent et qui se mettent autour de la table pour discuter de tout ça. L'idée, c'est d'être dans le compromis, défense de l'histoire patrimoniale et puis la performance énergétique. Il y a, pour le coup, les notions de sobriété et les notions d'optimisation de l'usage et de performance des systèmes qui est d'autant plus important sur ces bâtiments-là. Même s'il est important partout, il est encore plus important ici. Sur ce sujet, il y a le label Effinergie Patrimoine, je crois que c'est son nom, avec du coup des objectifs adaptés justement à ce genre de patrimoine. On a fait une expérimentation il y a quelques années avec eux. Ça peut faire partie des solutions qu'on irait creuser si le cas se présentait. Merci. Moi, je voudrais juste revenir sur la question des usages et des gestionnaires d'établissements, en l'occurrence des lycées, puisque effectivement c'est une question assez prégnante dans tout le diagnostic que vous nous avez présenté et les 4 briques.
De quelle manière, vous, région, vous embarquez vos chefs d'établissement dans cette réorganisation, mutation de la gestion de leurs bâtiments? C'est vrai que c'est un énorme enjeu. Alors, en plus, la particularité, donc les lycées sont autonomes de gestion, donc ils peuvent passer les contrats de fourniture d'énergie et les contrats d'exploitation qu'ils veulent. Donc, nous, donc déjà, on est un peu source de veille et d'information auprès d'eux pour leur dire que les choses changent et qu'ils doivent être impliqués là-dedans. Donc, on les implique. En fait, on essaie de faire en sorte de faire des choses à leur place, en gros, pour leur simplifier la vie. Sur la partie données et puis gestion des contrats. Et à côté de ça, on essaie de la responsabiliser sur la partie usage et pilotage des équipements. C'est un peu l'idée. Donc on prend en charge, on leur propose de prendre en charge des marchés d'achat d'énergie, marchés de fourniture, d'électricité et de gaz. Ça nous donne accès à leurs données, donc au suivi des consommations. Là, on est en train de mettre en place un groupement d'achat pour des contrats d'exploitation maintenance performantielle. Donc l'idée, c'est de les décharger de cette partie contractuelle qui ne maîtrisent pas forcément parce que c'est très technique et puis ça demande une certaine expertise. Et à côté de ça, d'arriver à les sensibiliser. Alors, les proviseurs et gestionnaires, mais aussi les agents de la région qui sont en charge de la maintenance, parce qu'on a des agents qui sont des agents de la collectivité, qui sont dans les lycées et qui ont cette charge-là. Et donc, d'essayer de les accompagner pour les faire monter en compétence sur la maintenance de niveau 1, le pilotage des équipements, et puis d'avoir un peu ce sujet finalement qui devient plus, c'est la région qui s'en occupe, tout va bien, mais qui se diffuse finalement au sein de l'établissement. C'est un sujet au long cours. Hein. Il faut y revenir, mais c'est normal. Hein. Et pour le coup, il y a un volet aussi partenarial. La région a une convention avec les lycées sur comment la relation se passe entre eux et nous. Et donc dans cette convention, là, récemment, dans sa mise à jour, le volet dispositif éco-énergie tertiaire a été rajouté pour clarifier le rôle de chacun. Donc voilà, c'est pas encore tout à fait fonctionnel, satisfaisant, mais en tout cas, c'est notre objectif, c'est de le déployer comme ça. Bon, merci à tous. Et puis n'hésitez pas à nous voir, on a un stand juste là-bas, si vous avez d'autres questions. Merci.